Bienvenue dans la chronique américaine. Welcome to the American Chronicle, la chronique américaine. Alors qu'en France, le président est élu directement par les électeurs, aux États-Unis c'est un peu différent parce que le président est élu indirectement par les membres du collège électoral. Alors, comment marche tout ça? Contrairement à la France, où il y a des élections nationales, aux États-Unis c'est un peu différent parce que ça marche avec les 50 sous-partis où il y a une élection dans chaque État. Chaque État a autant de votes électoraux que le nombre de ses représentants, basé sur la taille de la population, plus un nombre fixe de sénateurs, toujours 2 par État. Avec les 3 votes électoraux de Washington DC, on a un total de 538 votes. Donc, on a besoin de 270 pour entrer à la White House. Alors, comment pouvons-nous déterminer un winner dans le collège électoral? Presque tous les États, sauf 2, Maine et Nebraska, utilisent le système qui s'appelle winner take all. Donc, ça veut dire que le candidat qui a la majorité dans chaque État prend tous les votes des membres électoraux. Mais dans Maine et Nebraska, il y a le système de représentation proportional representation. Le winner-take-all system, cependant, peut conduire à certains problèmes. Pour simplifier les choses, on va imaginer que les États-Unis sont composés de 4 États uniquement. La Californie, la Floride, le Wisconsin et l'Iowa. Si on imagine que Romney remporte la majorité des voix dans ces 4 États, et remporte 3 États uniquement, la Floride, le Wisconsin et l'Iowa, et qu'Obama remporte uniquement la Californie, il sera élu. Pourquoi? Parce qu'il aura la majorité des voix au collège électoral, soit 55 sur 100. Donc même si Romney remporte une majorité d'États, ou s'il remporte une majorité de voix au travers de tous ces États, ne sera pas élu parce que Obama a le plus de voix au collège électoral. 24 hours after the polls closed, we still don't know who won, Al Gore or George Bush. Les défauts du système font que 4 fois dans l'histoire américaine, le candidat qui a obtenu le plus de voix n'a pas été élu président. Ça s'est passé en 1824, en 1876, en 1888 et la fois la plus connue évidemment en 2000. Cette année-là, le soir de l'élection, Al Gore est quasiment vainqueur puisqu'il lui manque 3 voix au collège électoral pour l'emporter. Mais après le décompte de Floride, Bush est jugé vainqueur dans cet État grâce à 537 voix. Et donc il remporte les 25 voix au collège électoral de cet État et remporte l'élection. Donc malgré le demi-million de voix d'avance de Gore à l'échelle nationale, il n'a pas été élu. En 2012, il faudra donc non pas observer les États solidement démocrates comme New York ou le Connecticut, ni même les États solidement républicains comme la Géorgie ou l'Alabama, mais bien les États au milieu qui seront les plus serrés entre les candidats, où les sondages actuels montrent que les candidats se tiennent dans un mouchoir de poche. En vérité, tout porte à croire que l'élection de 2012 va se jouer dans 7 États uniquement. Et c'est là où le président Obama a un avantage considérable puisqu'il est actuellement en tête dans 5 de ces 7 États. Pour remporter l'élection, l'équation est très simple pour Romney. Il lui faut remporter les 4 plus gros des swing states et un des 3 plus petits. But with Election Day 50 days away, anything is possible. With upcoming television debates in October and the rest of the presidential candidates' campaigns, the ball is in anyone's court. C'est tout pour aujourd'hui, c'était le premier épisode de la chronique américaine. On vous retrouve la semaine prochaine. Goodbye.